Les années 50. Boom économique dans les pays occidentaux. Guerre dans les colonies. Algérie, Corée, les conflits se multiplient. Aux États-Unis, les Rosenberg sont exécutés et le sénateur McCarthy déclenche sa chasse aux sorcières. Le roi est mort, vive la reine. Elisabeth II est couronnée avec faste dans l'admiration générale. En Europe, on aspire au rêve américain. Le blue jean, sa musique, le rock'n'roll et ses boissons fétiches, le Coca-Cola. Les ados rebelles se reconnaissaient dans James Dean, qui meurt à 24 ans, coincé dans sa Porsche. Les lumières de la ville triomphent, mais Charlot s'exile. En Italie, Federico Fellini a été récompensé aux Oscars pour La Strada. Des millions de gens écoutent la radio, mais dans le coin obscur de plus d'une pièce, de petites boîtes émettent des images dans un bain de lumière argentée. L'âge de la télévision a commencé. Grace Kelly, épouse régnée de Monaco. Si Vincente Minnelli est connu pour ses comédies musicales et Kirk Douglas pour ses rôles dans des films d'action, leur collaboration décrit de manière dramatique le rapport de l'art et de l'industrie. En fait, ils ne parlent que d'une chose, de la plus grosse machine à fabriquer de l'image, Hollywood et ses studios. What goes on in the private lives of the famous, the notorious? You will share the laughter and the tears of talented people who stop at nothing to attain success until success stops them. Of romantic people who fight for love until love whips them. Ma première expérience à Hollywood a été de courte durée. De 1931 à 1936, je me forge une bonne réputation dans le milieu du show à Broadway, avec quelques grands succès comme Ziegfeld Follies en compagnie de Duke Ellington et George Gershwin. À cette époque, les intellectuels new-yorkais regardaient Hollywood avec condescendance. Mais je cède aux sirènes en 1936 et pars pour la Cité des Anges, un contrat de la Paramount dans la poche. La Paramount est l'une des 5 majors, comme on nomme les grandes compagnies de cinéma. C'est aussi la plus ancienne. Elle avait été fondée par 2 visionnaires, Jesse Lasky et Adolphe Zukor, en 1914. Dans les années 20, ces 2 producteurs, admirateurs de films à grand spectacle, lancèrent des stars comme Rudolph Valentino et Gloria Swanson. Dans le courant des années 30, la Paramount connaît de grands succès grâce à Joseph von Sternberg, Léo McCarey et Ernst Lubitsch. Il y a un style Paramount, une esthétique de faux luxe. Rapidement, je me sens comme un rouage inutile au sein de cette grosse machine. En fait, j'ai été embauché pour ne pas être pris sous contrat chez un concurrent. Ce système est fréquemment mis en place par les studios. C'est en 1940 que je fais la connaissance d'un homme qui va bouleverser ma vie, Arthur Freed. Ce compositeur de chansons aussi célèbre que Chantons sous la pluie est producteur autonome depuis 1 an à la MGM. La Metro-Goldwyn-Mayer est la plus puissante des majors. Elle est née dans les années 20 de l'association de Samuel Goldwyn et de Louis B. Mayer, secondée par Erwin Thalberg. Sa politique, délibérément orientée vers le star system, a longtemps été payante. Tout est fait avec le maximum de moyens. Les plus belles actrices, les acteurs les plus prestigieux tournent pour elles.
les années 40, la MGM se spécialise dans les comédies musicales. Durant 2 ans, je m'initie à ce genre que j'ai pratiqué au théâtre. Je filme quelques numéros musicaux avec Judy Garland, qui devient ma femme en 1945. Avec Arthur Freed, nous révolutionnons la comédie musicale de l'après-guerre. Pour réussir un film, il faut mettre beaucoup de talents en commun. Du scénariste au décorateur, en passant par les acteurs, tous apportent leur pierre à l'édifice. C'est là que je découvre l'importance du producteur et des rapports compliqués que les créateurs ont avec les dirigeants des studios. Ce sont ces relations que je mettrai en lumière dans 2 de mes films. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'heure, c'est la consécration. Un Américain à Paris remporte 8 Oscars, ainsi que le prix Irving Thalberg, couronnant les talents les plus créateurs. Après ce succès, je commence la première de mes 3 collaborations avec Kirk Douglas dans Les Ensorcelés, un film sur ce monde étrange, cruel et fascinant qu'est Hollywood. Hollywood. Lorsque je laissais mes empreintes sur l'allée des stars, je réalisais l'importance d'avoir des rêves et de se battre pour eux. Enfant, je rêvais déjà de vivre et de jouer dans cette cité mythique. J'ai toujours voulu être un acteur. Je suis né Issur Danielowitz le 9 décembre 1916 à Amsterdam, État de New York, aux États-Unis. Mes parents, paysans illettrés, ont émigré de Russie en 1910. Ils avaient échappé au pogrom. Ma mère voulait que ses enfants voient le jour dans ce pays merveilleux où les rues étaient pavées d'or. J'ai fait mes études à l'université de Saint-Laurent et à l'École nationale d'art dramatique. C'est là que la troupe de théâtre amateur me trouve un nom. Issur Danielowitz devient Kirk Douglas. Après mon passage dans l'US Navy, je débarque à Los Angeles en 1945, où, sur les conseils de Lauren Bacall, le producteur Al Wallis à la Paramount m'attend pour un bout d'essai sur L'emprise du crime avec Barbara Stanwyck. C'est ainsi que je rentre à la Paramount pour 5 ans. Je n'aime pas les rôles qu'on me donne et ne renouvelle pas mon contrat. C'est grâce à un petit film, Le Champion, réalisé par Mark Robson à la United Artists, que je deviens une vedette. La United Artists a une drôle d'histoire. Le studio a été fondé en 1919 par les plus grandes stars des débuts du cinéma, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, David Ward Griffith et Charles Chaplin, afin d'équilibrer le rapport de force entre producteurs et artistes. La United sort les premiers films noirs et Hitchcock, Sternberg, Lubitsch, Chaplin y réalisent leur plus grand succès. Mais très vite, les réalités du système l'emportèrent et la United fut dépecée par des producteurs peu scrupuleux. Excusez-moi pour cette lapalissade. Mes succès en tant qu'acteur me permettent de tourner avec les plus grands réalisateurs d'Hollywood. Dès 1955, je fonde ma propre maison de production. Je lui donne le prénom de ma mère, Brina. Je produis Les Vikings, réalisé par Richard Fleischer, où je joue aux côtés de Tony Curtis.
Mais c'est en 1951 que ma collaboration avec Vincente Minnelli débute, Clark Gable ayant refusé le rôle de Jonathan Shields dans Les Ensorcelés. Le film a pour toile de fond Hollywood. Je joue le rôle du méchant producteur de cinéma. Mon personnage est un mélange de David O. Selznick et de Val Newton. Ces deux producteurs, venus de deux écoles différentes, l'un était tyrannique et despote, l'autre créatif et débrouillard, faisaient en fait le même métier. Et c'est cette différence que le film montre. Lorsque l'on annonce que Lana Turner est la belle et moi le méchant, les journaux se déchaînent. Mais je ne suis pas d'accord. Après Le Facteur sonne toujours deux fois, je pense que c'est un de ses meilleurs rôles. Je suis d'accord avec Kirk. Lana a trouvé le ton juste. Elle a puisé dans ses souvenirs personnels et Georgie, son personnage, rappelle tout à la fois Diana Barrymore, la fille du grand acteur, et Ava Gardner. De splendides animaux, épris de liberté, qui se trouvent enfermés dans une cage dorée. There are no great men, Buster. There's only men. Can't look off your face. Who gave you the right to dig into me and turn me inside out and decide what I'm like? How do you know how I feel about you? How deep it goes? Maybe it's deeper than I want it to be. Romantic people who fight for love. Cette histoire plutôt cruelle et cynique synthétise l'amour et la haine des gens de cinéma envers Hollywood. L'ambition, l'opportunisme, le sentiment de puissance. Shut up and get back upstairs. Wherever and whenever you discuss great motion picture drama, the picture that will be talked about first will be the bad and the beautiful. Nous sommes en 1951. Hollywood est redevenu une puissance économique et idéologique. Depuis peu, le cinéma américain recommence à s'exporter. Les mythes ont ressurgi. Billy Wilder surfe sur cette vague et sort Sunset Boulevard, un autre film sur ce milieu qui fascine le monde. Gloria Swanson y joue aux côtés de William Holden et d'Eric von Stroheim. Son personnage de Norma Desmond renvoie la cité des anges devant ses propres démons. Dix ans plus tard exactement, à un moment où la Mecque du 7e art n'est plus que l'ombre d'elle-même, Vincente Minnelli réalise 15 jours ailleurs, encore un film sur le cinéma qui raconte les mésaventures d'un tournage à Rome. Now, producer John Houseman and director Vincent Minnelli reveal the fascinating story of Rome's international film set. Like the Nous sommes loin de la légende et de la petite route pavée d'or. Hollywood continue son autocritique. I'm through as an actor, I'm through. And to hell with you and the whole murderous business. And then what? You stupid, stubborn, washed-up ham! as the temperamental foreign star who got her first lesson in American movie techniques. I pulled all your idiot tricks and plenty more. Only you still have a chance. Si Les Ensorcelés symbolisaient le mythe, 15 jours ailleurs dévoile le reflet sordide des productions des années 60. C'est l'époque où de nombreux réalisateurs s'expatrient et vont tourner en Europe dans des conditions artistiques déplorables. Kirk et moi avons été révoltés par l'attitude des producteurs. Edward J. Robinson y joue le rôle du réalisateur. À 60 ans, il porte encore les cicatrices de cette machine à déchiqueter les hommes, qu'avait été la liste noire des débuts des années 50, où Hollywood vécut sous la terreur du macartisme. Au même moment, et à 1 kilomètre de notre campement, Joseph Mankiewicz réalisait sa superproduction avec Richard Burton et Elizabeth Taylor. Her stunning beauty and notoriety turned the tide of civilization. Richard Burton as Mark Antony, rash, impetuous leader of once invincible legions, dreaded adversary on the field of battle.
in the arms of this woman. Je décidai de donner une petite fête afin de célébrer le premier anniversaire de la sortie de Spartacus que j'avais produit pour Stanley Kubrick. Notre première collaboration remontait au Sentier de la Gloire, un film vérité et un hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Il fut longtemps censuré par les Français. Mais comme pour le cinéma, qui n'est qu'un miroir de la réalité, je me suis alors fait la remarque que l'homme dirigeait le monde et que les idées et les symboles pouvaient parfois l'y aider. Art et industrie ne font pas toujours bon ménage dans les studios. On n'a pas eu ce problème avec la vie passionnée de Vincent van Gogh. Kirk Douglas incarnait le peintre maudit. Sa ressemblance avec l'artiste était extraordinaire. Je terminais Kismet, une commande sans intérêt, et comme les blés en France devaient être fauchés, on dut les conserver artificiellement pour moi dans le Midi. Je voulais que ce film se regarde comme un tableau. Lorsque l'on fait le portrait d'un peintre, on doit montrer son œuvre. Je fis beaucoup de recherches avant d'aborder le tournage. Il a fallu que je me batte avec les studios pour travailler sur une pellicule que l'on n'employait plus, afin d'obtenir des couleurs plus fidèles aux toiles. Nous abordions le problème de la création artistique dans toute sa dimension. Il ne fallait pas que je tombe dans le piège convenu de la MGM. Kirk fut l'outil idéal pour matérialiser dans son rôle la complexité de l'homme à créer. What's the matter? Have you seen him? See who? Who? Gauguin. People have stopped coming to the house. They avoid us. It isn't very comfortable. Is your young man one of those who stopped coming? Yes, he is, but that doesn't matter so much. Yes, it does. It's the rest of the family. Mother pretends she doesn't notice, but I know it's upset, and she'll never tell you, so I felt I must. I'll get out. Take a few days to finish this, and then I'll leave. No, Vincent, I didn't mean that. Of course you did, Wilhelmine. It's all right. I've accomplished what I stayed here to do, and maybe it is time to move on. Ce rôle a bouleversé toutes mes théories sur le métier d'acteur et m'a fait prendre conscience de la différence qui existait entre un artiste et un véritable créateur. L'artiste s'inspire de ce qui l'entoure, absorbe la matière qui passe à travers le filtre de son identité. Il la transforme et la restitue avec plus ou moins de talent. Orson Welles illustre cette mécanique. Dans Citizen Kane, il utilise différentes techniques déjà existantes. Thank you. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. Contre-plongée, montage alterné, profondeur de champ, la manière dont il les agence donne au film une dimension unique. Le filtre a transformé la matière. De l'autre côté, le créateur sent vibrer en lui une force incontrôlable qui le pousse à créer et à exprimer des émotions qui lui sont parfois impossibles à définir. Erich von Stroheim en est l'exemple type. Sa manière de peindre la vie et de montrer son humanité à travers un réalisme sauvage et sans tabou est de la même nature que la passion qui dévora Van Gogh. On ne choisit pas d'être créateur.
Quant à moi, je ne fus pas loin de m'abîmer dans le personnage de Vincent. Au cours du tournage, je portais de lourds souliers, comme les siens. J'en laissais toujours un dénoué de façon à me sentir déséquilibré. Ce lacet dénoué lui donnait, et me donnait, une démarche traînante, me poussant à toujours douter de moi. En revanche, je n'ai jamais douté de la manière dont l'art peut toucher les gens. Lors du tournage en Provence, une vieille femme vint vers moi pour me dire qu'elle avait hébergé le véritable Vincent. Moi, je l'ai connu, monsieur Van Gogh. Oh, très intéressant. This is very interesting. This charming lady here says she knew Van Gogh. Quel âge avez-vous? 75 ans et demi. Est-ce que j'ai l'air comme Van Gogh? Oui. À part que vous êtes plus grand de figure que oui. Mais enfin, si vous m'avez fait un effet quand je vous ai vu rentrer le jour là, j'ai cru... Ce qui m'a profondément touché, c'est que 60 ans après, cette paysanne gardait au fond d'elle le souvenir de ces instants partagés avec le grand peintre et qu'elle avait voulu revivre avec moi ce moment d'émotion. Mais vous avez vu les tableaux qu'il a fait? Le champ de blé. Oh. Il l'a fait en haut là. Kirk Douglas, nommé une fois de plus aux Oscars, n'a pas obtenu la récompense, mais les critiques furent unanimes. Le film fut considéré comme un chef-d'œuvre. Quelques années plus tard, il joue pour Elia Kazan dans L'Arrangement. Ce portrait d'un homme brisé qui cherche à se reconstruire est un rôle en or pour lui. Kazan dira que cette œuvre fut le miroir le plus fidèle de sa propre existence et que seul Kirk Douglas pouvait interpréter ce rôle, mélangeant ses racines européennes dans le grand melting pot de l'identité américaine. Vincente Minnelli meurt le 25 juillet 1986 à Los Angeles. Il a su rester intègre sans jamais tomber dans les pièges du système hollywoodien. Il a eu la chance de vivre les dernières années de la splendeur des studios. Jean Cocteau disait que les miroirs devraient penser avant de réfléchir une image. Vincente Minnelli et Kirk Douglas, eux, ont choisi de montrer l'envers du décor sans pour autant essayer de détruire le mythe. Leur travail commun sur la vie passionnée de Vincent Van Gogh peut se résumer ainsi. Van Gogh peignait le sublime pour oublier le sordide. Minnelli montrait le sordide pour y trouver le sublime.